Alors quand même qu'on fasse un petit point sur les aveux de Jonathan, ces fameux premiers aveux, où donc son avocat, c'est bien entre guillemets, ce sont ses propos, je lui éclate la gueule en 3 minutes pour lui dire, là, maintenant, c'est fini. Il le pousse, Jonathan, à vous. Mais c'est juste incroyable. C'est vraiment, on a l'impression, je vous le dis honnêtement, que c'est une pièce de théâtre. Alors, en fait, comment ça s'est passé? Non mais c'est juste incroyable. Alors, on apprend que le lundi matin, donc ça c'est le jour, le 29 janvier, où ils sont allés chercher Jonathan pour le mettre en garde à vue. Donc on apprend que sa jeune associée, Maître Spatafora, qui dégaine son smartphone, donc lui montre les preuves accablantes qui ont fuité dans la presse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Se demande alors celui qui n'y comprend rien à Twitter, Facebook, tous ces trucs affreux, nous dit-on. Le lendemain, donc le 30 janvier, non mais écoutez bien, alors que l'accusé nie toujours, son défenseur lâche, Jonathan n'est pas soupçonné par hasard, la toile s'en donne à cœur joie, et retourne donc voir Daval. Mais c'est énorme quand même. Je lui éclate la gueule en 3 minutes pour lui dire, là maintenant, c'est fini. Il le pousse, Jonathan, à vous. L'avocat prévient, alors, les familles, histoire d'être propres, et retourne devant les télés, grillant la priorité à la procureure. Il fallait désamorcer l'image de salaud qu'on allait se prendre en pleine gueule. Mais sa réputation, il l'avait déjà faite tout seul, en racontant n'importe quoi. On comprend qu'il y a donc des éléments accablants qui ont fuité dans la presse. On ne sait même pas quel élément, parce qu'à ce moment-là, ils ne les redisent même pas. Ça met en colère Maître Schwederfer, qui va donc voir le 30 son client, qui lui éclate la gueule en 3 minutes pour lui dire, là maintenant, c'est fini, il le pousse, Jonathan, à vous. Alors moi je me pose la question, mais que vaut les aveux? Même les premiers aveux de Jonathan Daval. Franchement, que vaut ces aveux? Que valent-ils? Je ne sais pas. Quelqu'un qui, je n'ai vu qu'une seule fois, effondré, qui se fait menacer par quelqu'un qui est son avocat, de se faire menacer, de se faire péter la gueule. Je cite, ce sont les propos de son avocat, pour qu'il dise la vérité. Mais quelle vérité? Qu'ils suivent le scénario ou qu'ils disent la vérité? Moi, je me pose la question. D'ailleurs, ma question est légitime, parce que je rappelle donc que cet avocat a été choisi par la partie, qui est aujourd'hui la partie adverse. D'ailleurs, on pourrait quand même se poser la question, là. Je sais pas. Mais la journaliste qui fait ce papier, je sais pas, en pleine interview, moi j'ai un avocat qui me dit qu'il est allé voir son client en garde à vue et qui lui dit « Je t'éclate la gueule, maintenant c'est fini », qui pousse son client. Je crois même que je sors de l'interview. Je me demande, qu'est-ce que c'est que cet avocat? Mais non, on se pose pas la question, là. Vous laissez le papier jusqu'au bout, c'est une véritable vitrine de communication. Donc, j'aurais qu'un seul conseil à donner même à Jonathan Daval, c'est de changer d'avocat. Mais de ne pas choisir un avocat de la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Sortir de cette région qui, je vais le dire là maintenant, je ne sais même pas qui n'est pas franc-maçon dans cette partie de la région. Je ne sais pas. C'est quand même triste à dire. Donc moi je me pose aujourd'hui vraiment la question, est-ce que cet avocat n'a pas été là pour plomber, je vous le dis honnêtement, Jonathan Daval? N'est-ce pas son rôle? Parce que si j'écoute les déclarations de cet avocat, il a dit tout et son contraire. Et des choses des fois en plus qui étaient même pas logiques. Par exemple, l'heure du décès d'Alexia. Il a quand même déclaré qu'il avait une connaissance précise de l'heure à laquelle Alexia était morte, et en se basant sur le témoignage de l'employeur de Jonathan qui disait qu'il l'avait vu à 10h45, que pour lui, en fait, ça innocentait son client. Donc, ce qui était énorme quand même, c'est que ça veut dire que Alexia Daval, selon le rapport d'autopsie, visiblement, serait morte le samedi après 10h45.
notamment des prélèvements d'ADN. Est-ce qu'on a une idée du moment où elle est morte, la datation de la mort d'Alexia? Oui, on a une idée aujourd'hui assez précise, je trouve même très précise, du moment où Alexia est décédée. Bon, je ne peux pas la révéler, mais en tout cas, on a eu cette information qui est arrivée très récemment au dossier. L'occasion de parler des rumeurs dont a fait l'objet votre client, vous qui avez eu donc accès au dossier, qui avez pu vous entretenir avec lui maintenant plusieurs fois j'imagine, est-ce que vous avez fait la lumière sur ces dernières heures, son alibi notamment, puisque c'est ce qui faisait un peu défaut et qui fait que la rumeur se déchaînait? Écoutez, je ne l'ai jamais interrogé, je vais être franc avec vous. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai trouvé un garçon désarmant, en pleine détresse et d'une profonde gentillesse. Je n'ai pas interrogé un mari victime de la mort de son épouse. C'est pas mon travail, c'est sans objet. Mais comme vous, j'entends et je regarde les choses. Et j'ai vu notamment, ça ne vient pas de moi, mais qu'il était paru dans la presse, une information pour laquelle Jonathan avait rencontré son employeur, notamment à 10h45 le samedi matin. Et que son employeur avait précisé qu'il était souriant comme d'habitude et qu'il n'y avait rien de spécial. Voilà, c'est pas un élément anodin, si vous voulez. Pour moi, qui connais notamment l'heure approximative du décès d'Alexia, ça conforte simplement mon sentiment que ce garçon est une victime dans ce dossier et qu'il est la victime de la mort de son épouse. Parce que ce qui est très bizarre, c'est que lui, dès le départ, il dit donc que Alexia serait morte après le créneau de 10h45, et qu'on voit bien que la partie adverse parle plutôt qu'elle serait morte dans la nuit. Il se base aussi sur le même rapport. C'est quand même énorme. Soit le rapport d'autopsie est totalement erroné, enfin je veux dire le delta, dans l'heure de la mort de la jeune femme est vraiment énorme, ce qui me paraît quand même troublant parce que l'examen du bol alimentaire, si elle a été tuée 4 heures après avoir ingéré son dernier repas, il devrait être très précis. Et on ne devrait pas avoir un delta de plus de 8 heures. Moi, ce que je comprends aujourd'hui, et c'est terrible, c'est que sur le même dossier, t'as deux avocats qui disent pas la même chose. T'en as un qui dit que la mort est datée après 10h45, et t'en as l'autre qui dit que c'est la nuit. Mais ils se basent sur le même dossier. C'est énorme quand même. Alors, moi, je vais reprendre les déclarations de Maître Florent, qui disait que, je cite, les déclarations de Jonathan Daval ne collaient pas aux éléments. Mais de quel élément on parle? Pourquoi? En fait, Maître Florent dit qu'elle a été tuée la nuit. Et pourquoi Maître Schwederfer dit qu'Alexia est morte le samedi après 10h45? C'est quand même juste incroyable, ils se basent sur le même dossier, encore une fois. Donc là, on est quand même le 31 au soir. Ok, Jonathan, sa garde à vue va se terminer dans quelques heures, quoi. Et là, c'est quand même magnifique, donc il est donc mis en examen. Et cet avocat prend la parole le soir pour dire que les déclarations de Jonathan ne collaient pas aux éléments. Elles étaient très loin de la réalité du dossier. Alors c'est énorme, on comprend quand même qu'il est mis en examen et que ces déclarations ne collent pas au dossier. Pour en finir sur ce premier, je dirais sur ce premier sujet, il va falloir aller, parce que c'est le propre de l'instruction, il va falloir encaisser révélation sur révélation dans le cadre d'autres aveux que passera M. Daval, je n'en doute pas. Parce que, et dans le profond respect du secret de l'instruction qui me lie en tant qu'auxiliaire de justice, toute personne qui aura accès à ce dossier ou qui a déjà eu accès à ce dossier sait qu'actuellement les aveux de M. Daval sont très loin des réalités objectives. Donc on te dit quand même qu'il a avoué et que ça ne correspond pas, ces aveux, à la réalité objective du dossier. Mais il faudrait quand même que cet avocat nous précise de quelle réalité objective du dossier il parle à ce moment-là. Parce que si ce sont les draps et le déplacement du véhicule, encore une fois, à ce moment-là, il n'y a pas donc son ADN sur les draps, il n'y aura jamais les ADN de Jonathan, donc de quelle réalité objective on parle, et que le déplacement du véhicule est le matin. Donc les déclarations de Jonathan, elles collaient plutôt aux éléments
visiblement. Et il est capable de te dire dans cette même séquence que le corps a été déposé la nuit. Alors, de quelle réalité objective on parle? Parce que finalement, il n'y a que les draps qui ont été reconnus par la belle-mère. Ça, la réalité objective? Ce qui est quand même relativement énorme, hein. Mais énorme, que ce qu'il y a donc dans le dossier, c'est un déplacement du véhicule balisé par un GPS le matin. Et que il y a des ADN, visiblement des traces ADN sur les draps, mais que ce ne sont pas celles de Jonathan Daval. Et là, il y a Jonathan Daval qui disait, avant de reconnaître sous la pression donc l'élément des draps, qui niait donc être sorti de chez lui. Il disait qu'il n'y était pour rien. On est capable de dire que ces déclarations ne collaient pas aux éléments. Donc ça a l'air en fait plutôt de coller aux éléments. Parce que selon cet avocat, les éléments, c'est donc un déplacement du véhicule la nuit, parce que le corps aurait été déposé la nuit. C'est pas ce qu'on a dans le dossier, au niveau des éléments objectifs. Et que donc, visiblement, il y aurait des traces ADN. Qu'on n'aura pas de Jonathan. En même moment, ils sont capables de dire que ça, c'est pas en fait même pas ce que Jonathan ne reconnaît pas. Ce n'est même pas en fait ce qu'il y a dans le dossier. Vous remarquerez quand même qu'à ce moment-là, il y a quand même quelqu'un qui est mis en prison, qui est mis en examen pour meurtre. Alors, on nous dit que ces déclarations ne collent pas. Ça colle pas, mais il est quand même déféré et mis en examen pour meurtre. Alors quand même, on va noter que cet avocat déclare quand même qu'il n'a jamais interrogé son client. Mais alors ça, c'est incroyable aussi, parce que tu sois victime, on va dire, ou que tu sois coupable, ton avocat, il te demande ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est juste la base, quoi. Parce que je vois pas comment tu peux te permettre d'aller parler dans la presse au nom de ton client que tu n'as jamais interrogé. C'est juste énorme, Vous qui avez eu donc accès au dossier, qui avez pu vous entretenir avec lui maintenant plusieurs fois, j'imagine, est-ce que vous avez fait la lumière sur ces dernières heures, son alibi notamment, puisque c'est ce qui faisait un peu défaut et qui fait que la rumeur se déchaînait? Écoutez, je ne l'ai jamais interrogé. Je vais être franc avec vous. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai trouvé un garçon désarmant, en pleine détresse et d'une profonde gentillesse. Je n'ai pas interrogé un mari victime de la mort de son épouse. C'est pas mon travail, c'est sans objet. Mais comme vous, j'entends et je regarde les choses. Et j'ai vu notamment, ça ne vient pas de moi, mais qu'il était paru dans la presse. Il a eu l'occasion de vous confirmer qu'il a bien vu sa femme partir aux alentours de 9h15, 9h30 ce samedi matin-là? Je vous l'ai dit, je ne l'ai interrogé sur rien. On n'interroge pas une personne qui est victime dans une affaire de cette nature-là. On interroge une personne qui est soupçonnée. Alors en plus, cet avocat précise qu'il s'est donc basé sur la presse, pour parler pour son client, cette même presse qui va accuser un peu plus tard de mentir. Non mais, moi, je vais vous dire, mais c'est franchement, je suis quelque part contente, je vais faire une parenthèse quand même là, d'avoir fait ce travail de recoupement, parce que personne ne l'a fait, c'est sûr, parce qu'on se rend compte à quel point c'est vraiment absolument n'importe quoi. On peut revenir aussi sur le fait qu'il avait déclaré au départ que ça pouvait être donc un homme qui avait tué Alexa, une femme, enfin plusieurs personnes, et il a séparé en plus le meurtre de la crémation. Alors que moi ça m'avait interpellé puisque au niveau pénal, je le répète, ça ne vaut rien la dégradation d'un corps post-mortem. Alors il en est bien conscient, vu que c'est un homme de loi, pourquoi il distingue la crémation du meurtre. Ça insinue à ce moment-là l'idée d'un complice. On voit bien que là, à travers cette déclaration, il insinue l'idée
d'une complicité. Généralement, les soupçons se portent rapidement sur l'entourage proche. Est-ce que c'est le cas ? C'est le cas manifestement en termes d'enquête, mais je vous dirais que ça peut être un homme, ça peut être aussi une femme qui est impliquée, ça peut être aussi deux personnes qui sont impliquées dans le meurtre d'Alexia et dans la disparition ou la tentative de disparition du corps d'Alexia. Il y a deux choses très distinctes. Sauf que quelque temps après, il vient déclarer que pour lui, il n'a pas de complice, il n'y a pas d'idée de complice. Les suites du meurtre posent d'autres questions. Jonathan Daval explique avoir agi seul, ne pas avoir brûlé le corps. Comment expliquez-vous qu'on ait trouvé le corps d'Alexia en partie calciné ? Je n'explique pas tout. Ceci, je ne l'explique pas. Je n'ai pas les moyens de l'expliquer. Il appartiendra au juge d'instruction, et je pense qu'il va s'y atteler sérieusement, de faire la lumière sur ce point. En tout cas, moi, je n'ai aucune explication, pas plus que Jonathan. Vous rejetez l'idée d'un complice ? Oui, très clairement, oui. Je rejette totalement l'idée d'un complice en l'état du dossier, alors que j'y ai beaucoup pensé à un moment. Alors, il n'explique pas comment son client ne reconnaît pas la crémation du corps, mais il termine en disant que pour lui, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de complice. Donc non seulement il plombe son client en disant ça, que pour lui, il n'y a pas d'idée de complice. Alors, ce qui est relativement énorme, c'est que cette déclaration où il dit donc il rejette totalement l'idée d'un complice, c'est le 31 janvier 2018. Non mais c'est au lendemain de ses premiers aveux. C'est quelques heures en fait après ses aveux. Ces aveux donc qu'il a donnés après s'être fait menacer par cet avocat. Donc une fois que Jonathan avoue, il déclare immédiatement après cet avocat que pour lui il n'y a pas de complice. Alors là on va faire un point tout de suite. C'est que là à ce moment-là précis, on est donc plus de 3 mois après avoir découvert le corps, il y a déjà le rapport d'autopsie qui est tombé et on sait qu'il y a plusieurs ADN. Alors comment tu peux, à ce moment-là, en tant qu'avocat, rejeter l'idée d'un complice, alors que ton propre client dit que c'est pas lui qui a brûlé le corps, et qu'on sait qu'il y a plusieurs ADN. À ce moment-là, on ne sait pas à qui correspondent ces ADN. Cet avocat, il a insinué que c'était quand même suspect, la mort de Yannick Chevalier. Ce qui insinuait, si on recherchait l'ADN de Yannick Chevalier, ça insinuait bien l'idée d'un complice. À ce moment-là, d'ailleurs, il y a plusieurs ADN retrouvés sur le corps de la victime. Et là, il rejette l'idée d'une complicité. Non mais cet avocat, il est vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Mais c'est hallucinant, comme il sert à rien en fait, à part plomber son client. Encore une fois, comment il peut déclarer qu'il rejette l'idée d'une complicité et qu'à ce moment-là, il y a plusieurs ADN retrouvés sur le corps de la victime et qui ne correspondaient pas à celui de Jonathan. Les résultats des recherches ADN de Yannick Chevalier, on les a eus en octobre 2018. Voilà, en octobre, là, il n'y a pas longtemps. Et là, il dit qu'il rejette l'idée d'une complicité. Non, mais on a l'impression d'être dans une pièce de théâtre, mais qui a vraiment très 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 mauvais goût. Alors on apprendra, je vais me permettre dans un article, dans l'article là où d'ailleurs on apprend qu'en 3 minutes, lors de la garde à vue, justement, il éclate la gueule de son client, il le bouscule même, on ne sait pas si c'est physiquement d'ailleurs, ou pas, pour qu'il avoue. On apprendra dans cet article que ce monsieur, par un de ses amis, change tous les 15 ans de métier. Je cite, pour tuer l'ennui. Donc je vais me permettre, faudrait qu'il change de métier beaucoup plus vite. Alors moi je me demande, vous comprendrez plus tard, si tout ceci n'est pas un jeu entre avocats francs-maçons, qui leur permettent de les mettre dans la lumière, parce que finalement ce monsieur, lui, qu'est-ce qu'il veut faire après sa carrière d'avocat? Il souhaiterait rentrer en politique. Avoir une carrière politique. Et regardez quand même à quoi il joue cet avocat. Imaginez que c'est votre avocat qui rejette donc l'hypothèse d'une complicité alors qu'il y a plusieurs ADN. Non mais c'est énorme. C'est quand même juste énorme. C'est horrible. Parce que moi, vous savez ce que je comprends là aujourd'hui, c'est quand cet avocat-là déclare le 14-11-2017
qu'il y a peut-être un complice, ça peut être un homme, une femme, hein. Donc 2 personnes. Il insiste bien sur le 2 personnes en plus, hein, qui ont donc tué Alexia. Il se base à ce moment-là pour émettre l'hypothèse d'un complice sur le fait que donc il y a un meurtre et puis il y a la crémation du corps. Alors qu'en fait, n'importe qui peut comprendre que quand tu tues quelqu'un, ça peut être cette même personne qui va brûler le corps. C'est énorme. Là, pour émettre l'idée de la complicité, il se base sur un élément qui veut rien dire. Qui veut absolument rien dire. Généralement, les soupçons se portent rapidement sur l'entourage proche. Est-ce que c'est le cas ? C'est le cas manifestement en termes d'enquête, mais je vous dirais que ça peut être un homme, ça peut être aussi une femme qui est impliquée, ça peut être aussi 2 personnes qui sont impliquées dans le meurtre d'Alexia et dans la disparition ou la tentative de disparition du corps d'Alexia. Il y a 2 choses très distinctes. Et surtout qu'en plus, je le rappelle, la dégradation d'un corps post-mortem ne vaut rien. Donc c'est quand même très bizarre qu'il utilise cet élément pour émettre l'hypothèse d'une complicité, et que c'est énorme, parce que dans les faits, c'est le 31 donc janvier qui déclare que non, il n'y a pas de complice pour lui, et c'est exactement quand Jonathan Daval avoue qu'il dit qu'il n'y a pas de complice. Et à ce moment-là, il y a des éléments, il y a des vrais éléments qui montrent que visiblement, il y a plusieurs ADN, il y a plusieurs personnes. C'est vraiment dégueulasse, je me permets de le dire, mais que c'est que à travers cet élément de la complicité qu'il émet le 14-11, on va se remettre en situation. À ce moment-là, peut-être que Jonathan, il est coincé, comme je vous l'ai dit, avec son frère qui a fait ce jogging. Donc en y mettant l'hypothèse qu'il y a un complice, là, il est coincé encore plus. Il le sait, Jonathan, et je pense que c'est volontaire d'ailleurs aujourd'hui qu'on ait émise cette hypothèse à ce moment-là, pour que finalement, quand il avoue, on dise qu'il n'y a pas de complice. Alors qu'à ce moment-là précis, il y a des éléments qui nous montrent qu'il y avait plusieurs personnes. C'est énorme, c'est vraiment énorme, vraiment. Ce que je comprends, c'est que cet avocat, il a émis l'hypothèse de la complicité pour mettre en pression son propre client, pour après venir dire que non, il n'y avait pas de complice, une fois qu'il avait avoué. Alors que là, il y avait plusieurs ADN. Alors, je ne sais pas à quel jeu ils jouent, ces avocats, mais on dirait que tout est inversé. Son avocat, Jonathan Daval, le plombe, et c'est l'avocat de la partie adverse, qui est aujourd'hui quand même la partie adverse, qui la recherche, cette hypothèse de la complicité. En même temps qu'il la recherche que envers Yannick Chevalier, alors qu'il n'y avait aucun lien entre Yannick Chevalier et Alexia Daval. Et c'est là que c'est vraiment bizarre, que je pense qu'il joue à un jeu, qui, en tout cas pervers, c'est que là, Maître Florent a demandé la recherche ADN de Yannick Chevalier, pas parce qu'il y a plusieurs ADN, mais je venais d'informer ses clients que c'était Cédric Daval qui avait réalisé ce jogging, il faudrait peut-être lancer les investigations sur lui. Eh ben, ils n'ont jamais demandé cette recherche d'analyse ADN sur Cédric Daval. C'est incroyable. Et donc, c'est là que je vois qu'ils sont dans un jeu malsain, ces avocats. C'est que, au lieu de demander la recherche ADN, en fait, de Cédric Daval, à ce moment-là, le 3 février, ils demandent les recherches de Yannick Chevalier, où aucun lien n'avait été établi entre eux. Voilà. Alors, faut savoir quand même que Maître Florent, moi, quand j'ai vu le 3 février, qui demandait les recherches ADN de Yannick Chevalier, bon, je l'ai contacté. Mon message disait je trouve étrange que vous demandiez des recherches ADN de Yannick Chevalier sur le corps d'Alexia, alors qu'on sait que c'est Cédric Daval qui a réalisé ce jogging. Et la réponse que j'ai eue, c'est merci, pour quel média travaillez-vous? Voilà, ce qui en dit long, ce qui en dit très 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 long. Alors c'est vrai que cet élément, c'est vrai, on peut regarder du jogging de Cédric Daval, ce jour-là, qui a été quand même juste le scénario donné à la police, et maintenu pendant 3 mois, et maintenu par tout le monde. Il n'a jamais fuité dans la presse. C'est vrai. Vous pouvez chercher, il n'y a aucun article.
Et là, ce qui est quand même juste particulièrement intéressant, c'est que donc cet avocat est au courant du jogging. Il est au courant. Tout le monde est au courant, les parents, la famille. Aujourd'hui, là, le 2 janvier 2019, non seulement il n'y a encore personne qui a parlé du jogging, c'est formidable, et c'est surtout que personne, et ce qui est grave, n'a visiblement recherché l'ADN de Cédric Daval. D'ailleurs, je comprends aujourd'hui, c'est quand même relativement énorme, c'est que finalement, quelque part, c'est moi qui ai déclenché cette demande de recherche d'ADN de Yannick Chevalier. Parce que finalement, je me rends compte que comme aujourd'hui, je vois bien qu'ils veulent étouffer l'élément du footing de Cédric Daval, lorsque je suis allée les voir le 2 février pour leur donner cette information, j'ai vu qu'ils étaient déjà au courant, enfin ça s'est vu. Parce que bon, j'ai eu aucune réaction. C'est la personne, donc je vous dis, c'était Stéphanie. À ce moment-là, il y avait son mari à côté et son père dans le café. Elle est restée, mais de marbre, froide, sans bouger, sans dire un mot. Après, elle m'a dit, vous pouvez donner cette information à la police. Mais je comprends que quelques heures après, à la vitesse, ils sont allés, en fait, on découvre qu'ils recherchent ces analyses ADN, c'est à travers la presse, cette même presse qui étouffe aussi l'élément du jogging. Je comprends en fait qu'il y a de fortes chances qu'ils ont eu peur finalement que cet élément fuite dans la presse ou que je fasse un papier direct ou que du coup tout de suite ils ont demandé les analyses ADN de Yannick Chevalier qui finalement je pense pas que ça devait être eux à la base qui devaient les demander, on le voit bien, c'était maître Schroederfer qui a insinué ça 15 jours avant d'ailleurs et donc c'est peut-être à cause du fait que je leur ai dit quelques heures avant, ils ont eu peur qu'il y ait des papiers peut-être qui sortent. Moi en même temps, on voit à quel point là aussi, moi je vais me permettre, que la presse est à leur pire. Donc ils décrochent leur téléphone, en même pas, donc moi il était 14h, je me rappelle à peu près, quand je suis allé les voir, les premiers articles de cette demande sortis à 19h, en 5h, ça allait super vite. Moi je te dis, ils ont des contacts dans la presse, c'est incroyable, parce que ça se passe pas comme ça en fait dans les faits. À la base. Et je pense que cette demande de recherche d'analyse ADN de Yannick Chevalier, elle a été précipitée par en fait le fait que je sois allé leur donner la faute de Cédric Daval. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment un élément qu'on voulait étouffer, quoi. Voilà. C'est vraiment très grave. Parce qu'on le verra par la suite, j'espère, parce qu'on va suivre cette affaire jusqu'au procès maintenant. Je pense qu'au moment où je vous parle, je ne suis même pas sûre que l'enquête à décharge a été faite. On le voit, il n'y a quand même aucun membre de la famille Fouillot qui a été placé en garde à vue après de tels aveux de Jonathan en juin. Ils auraient dû être placés en garde à vue, il y a juste eu une confrontation et ils se sont exprimés avant dans la presse. Avant la confrontation. C'est énorme. Ça aussi, c'est du jamais vu. Alors, on parle de secret de l'instruction. Je voudrais savoir en quoi le secret de l'instruction est respecté lorsqu'on voit finalement que dès le 12 juillet, ces personnes qui ont été accusées par Jonathan Daval ont témoigné avant la confrontation. On nous dit en plus que, je précise que cette interview qu'ils ont donnée, elle va tourner en boucle et des extraits vont être diffusés plusieurs fois dans la journée. C'est incroyable. Bon, faut quand même bien dire que de l'autre côté, Jonathan Daval, il n'a pas eu tout ce temps de parole que la famille, elle, a eu. Et lui, finalement, sa seule communication, ça a été à travers son avocat, qui l'a plus plombé qu'autre chose. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette fameuse confrontation qui a eu lieu donc en octobre. Alors, faut savoir qu'il y a quand même eu une première confrontation donc en octobre, après ses aveux de juin, où il a donc mis en cause son beau-frère. Donc la confrontation a eu lieu en octobre. La belle famille avait donc témoigné avant dans la presse. Alors, faut savoir, c'est quand même juste assez intéressant, c'est que cette confrontation a eu lieu par visioconférence
où on découvre visiblement qu'ils étaient tous les trois en même temps face donc à Jonathan derrière cet écran. Là quand même il a donc tenu ses aveux qu'il avait donnés en juin, ses seconds aveux. Et là, c'est quand même juste assez incroyable, c'est que après ça, donc ça a eu lieu le 30 octobre, hein, c'est le 7 décembre, donc c'est quand même plus d'un mois après, que donc la famille a demandé une confrontation, hein, donc Grégory Gay, sa femme et les beaux-parents, et là on fait une confrontation donc en face à face. Hein. Alors moi ce que je comprends aussi, hein, et c'est quand même relativement terrible, pendant cette confrontation qui a eu lieu donc en octobre, hein, par visioconférence, vous avez donc un Jonathan Daval qui n'est pas mis directement en confrontation face à ceux qui l'accusent. Et ce qu'on peut comprendre quand même dans ce problème-là d'impartialité, parce que dès que la famille Fouillot va demander une confrontation, elle sera en direct, en face à face. Parce que là, quand même, quelque part, c'est qu'à travers cette visioconférence, qu'est-ce qui s'est passé aussi, vu que la vraie confrontation aura lieu plus d'un mois après. Ils ont quand même eu la version de Jonathan, avant qu'on les confronte directement, ils ont quand même pu préparer leur défense. C'est juste incroyable. C'est comme si on leur avait présenté Jonathan Daval en disant bah voilà ce qu'il dit, et puis on se revoit dans un mois et demi en face à face, et là vous pourrez vous expliquer. C'est quand même juste énorme. Moi j'ai jamais vu ça. Hein. C'est vraiment, hein, vous allez voir après toute mon enquête, vous allez comprendre, je pense, à quel point on peut être vicieux, hein, à quel point on peut être vicieux, même finalement on va le dire maintenant, hein, au niveau de la justice. Hein, voilà. D'ailleurs, parenthèse, hein, mais la personne dans les autorités judiciaires qui a pris ce rendez-vous pour cette confrontation du 30 octobre 2018, hein, quand on voit que quand même c'est les 1 an jour pour jour, hein, on va dire de l'anniversaire, de là où on a retrouvé le corps d'Alexia, hein, c'est quand même juste particulièrement surnois de mettre une visioconférence pour un face-à-face à cette date-là. Parce que là aussi, ça démontre à quel point, encore une fois, on interroge Jonathan à des moments où il est très faible psychologiquement. 2 jours avant, ça a été l'anniversaire de la mort de sa femme. Quand même. Et on choisit de faire une confrontation en visioconférence avec la famille, finalement, qui l'accuse, à une date très symbolique, du jour où on a retrouvé le corps. Alors imaginez, hein, là aussi, il faut quand même se remettre en situation, mais c'est juste incroyable, psychologiquement. Ouais, t'es dans le deuil, hein. C'est l'anniversaire, les 1 an que ta femme est morte. Et en fait, on te met en confrontation avec ceux que t'accuses. En tout cas, celui que t'accuses et ceux qui le protègent, visiblement, aussi. Hein. Si on tient compte de ses seconds aveux, mais c'est juste incroyable quand même de faire ça. Hein. Parce que quand même, ces nouveaux aveux, hein, ces seconds aveux, donc ils datent de juin, du 27 juin. Donc je voudrais savoir pourquoi ces confrontations tombent 6 mois après, à cette date très symbolique, vu qu'on voit que visiblement pendant ces 6 mois, il n'y a pas eu d'enquête sur l'entourage. Donc en fait, une fois que Jonathan s'est livré, hein, et quand il est, parce qu'on peut voir vraiment les choses comme ça, hein, il s'est livré pour la première fois face à ce juge, une fois qu'il était sorti de ce contexte familial et peut-être aussi ce travail d'enquête qui visiblement était bâclé. Donc, s'il en est conscient, Jonathan, un peu comme Patrick Dills, hein, on revient là-dessus, imaginons, hein, que là, c'est la première fois quand même qu'il sort de ce contexte, qui parle, qui donne une nouvelle version. Visiblement, on ne vérifie pas. Et c'est que 6 mois après qu'on fait une confrontation à une date très symbolique. Le jour, ça fait 1 an, que c'est l'anniversaire en fait du jour où on a retrouvé le corps de sa femme. Et moi je trouve que c'est quand même particulièrement quand même vicieux, là aussi, de proposer une confrontation avec ceux qui l'accusent ce jour-là, à cette date aussi symbolique. Alors, donc, cette belle famille a pu préparer pendant 1 mois
leur défense pour cette confrontation qui aura finalement lieu en face à face le 7 décembre. Hein. Alors moi j'ai envie de poser la question finalement, est-ce que Jonathan Daval a eu le droit au même traitement? Alors est-ce que lui, pour cette fameuse confrontation en visioconférence, hein, celle du 30, est-ce que lui, pour préparer celle-là, lui, il a eu le droit juste avant, par exemple, de voir les parents en visioconférence pour voir ce qu'ils allaient dire, eux? En tout cas, par rapport à son nouveau récit concernant son beau-frère. Hein? Je ne pense pas qu'avant que cette confrontation donc du 30 octobre, Jonathan, lui, il ait eu le récit de son beau-frère. C'est quand même juste incroyable. Pourquoi, en plus, il n'y a pas de nouvel élément? C'est ça qui est fou, c'est qu'on fait une confrontation le 30 octobre en visioconférence, il n'y a pas de nouvel élément, et on refait une confrontation le 7. Une fois que finalement, que la famille aussi a bien eu le temps de préparer sa défense. Mais c'est juste incroyable quand même. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc pourquoi la première, elle était en visioconférence? En plus, ils étaient tous les trois face à lui, ça a duré 1h30. Et vous allez voir que pour la confrontation dite générale, ah ben là, c'est pas tous les trois contre un, c'est un par un. Donc ils étaient prévus de passer les 4 dans la journée. Il faut quand même imaginer qu'à chaque fois, Jonathan Daval, il répète la même chose. Première confrontation, donc avec le beau-frère. Deuxième confrontation avec la sœur. Troisième confrontation avec la mère. Vous imaginez quand même à chaque fois comme il doit répéter ce qui s'est passé. C'est juste hallucinant, la différence de traitement. Pourquoi finalement en visioconférence, ils sont tous ensemble face à lui, parce que je vous disais 3, c'est les 4, pardon. C'était tous ensemble, face à lui. Et quand ils sont face à face, maintenant ils passent un par un. C'est pas du tout pareil. Et là, ils répètent. Il les voit un par un avec un avocat qui est peut-être contre lui, je veux dire, même s'il est là, on sait très bien que son avocat, visiblement, il n'est pas là pour l'aider. C'est juste incroyable. Donc, il faut quand même se mettre en situation de confrontation, c'est éprouvant. C'est éprouvant, surtout si en plus, même s'il avait son avocat qui, visiblement, n'est pas vraiment là pour le défendre, ça devait être donc déjà, il était tout seul, on peut quand même se mettre en situation, ça devait être déjà éprouvant. Donc, on ne sait pas comment s'est passée cette journée, mais elle devait être quand même très très longue. Parce que je ne sais pas si c'est vraiment légal tout ça, mais d'enchaîner déjà 3 confrontations, peut-être bien de 2 heures chacune, dans la même journée où il a un avocat qui est vraiment tendancieux, moi je demande si tout ça, c'est vraiment la procédure légale. On ne peut pas faire une confrontation par jour. C'est juste incroyable quand même. Et en plus, ils avaient prévu après d'enchaîner, là aussi, avec le père. Donc d'en faire 4. De tenir une journée presque de 8 heures. Mais c'est quand même juste interpellant tout ça quand même, Donc, ils n'ont pas fait celle avec le père, qui était donc prévu dans la même journée. Parce que donc là, il a avoué une fois qu'il avait été dans la 3e confrontation dans la journée. Il est revenu sur ses aveux quand il était avec sa belle-mère. Alors, ce qui est quand même juste incroyable, on va revenir sur cette journée de la confrontation dite générale le 7. Ce qui est quand même juste incroyable, c'est que donc, on peut apprendre que soumis à tant de stress, comment le mari d'Alexia réagira-t-il? C'est une inconnue totale pour nous, avoue l'un de ses avocats, donc Maître Schwederfer. C'est une inconnue totale pour nous. Non mais attendez, là ils vont faire une confrontation pour donc les seconds aveux de Jonathan qui parlent donc d'un complot familial et accuse donc son beau-frère depuis juin. On est en décembre, donc 6 mois après, et t'as son avocat avant la confrontation qui dit c'est une inconnue totale pour nous. Il sait pas comment va réagir son client. Ils n'ont pas préparé les choses. Soumis à tant de stress, comment le mari d'Alexia réagira-t-il? C'est une inconnue totale pour nous, avoue l'un de ses avocats. Plus, alors on nous dit que vendredi dernier, face au juge, dans un contexte de moindre pression, Jonathan Daval était déjà apparu angoissé, fatigué et amaigri. Craquera-t-il? Mais c'est juste incroyable.
Reviendra-t-il à sa version précédente, celle des aveux? C'est la question du jour, centrale, obsessionnelle, que se pose plus ou moins secrètement l'ensemble des acteurs de ce dossier. C'est vraiment abusé. Hein. Même encore là, avant même la confrontation, on se pose la question d'à savoir, est-ce qu'il va craquer? Reviendra-t-il à sa version précédente, celle des aveux? Et on nous dit dans la même phrase qu'il est déjà angoissé, fatigué et amaigri. Craquera-t-il? Parce que moi je peux comprendre encore 2 minutes que si là, il est en stress de se retrouver devant son avocat, devant toute la famille, parce qu'il sait que son avocat n'est pas là pour le défendre, et peut-être qu'il avait la seule petite confiance qu'il avait, c'était face au juge. Moi je peux comprendre qu'il est tenté de parler que face au juge. Hein. Et que là, mais rien de la façon dont c'est dit, c'est vraiment abusé. Hein. Donc, pour revenir sur cette journée, donc visiblement elle était très longue. Hein. Le mari d'Alexia aurait pu refuser ces confrontations demandées par les parties civiles. Il n'en a rien été. Le mari de la victime se dit prêt. Alors, on nous dit juste avant qu'une semaine avant, il était apparu angoissé et fatigué et amaigri, qu'on ne sait pas aujourd'hui, soumis à autant de stress, comment il va réagir. Mais on nous dit que il n'a pas refusé les confrontations parce qu'il se dit prêt. Super. Donc on remarquera aussi, si vous allez sur cet article, que pour lire la chronologie des faits, finalement, il faut le lire à l'envers. Il faut prendre le début, qui est donc à la fin, pour remonter chronologie. C'est intéressant. La journée a donc commencé à 9h15. Attendez. On comprend que la confrontation, elle commence à 9h25, visiblement. Et alors, ce qui est vraiment juste incroyable, hein, parce que Jonathan, il est arrivé à 9h de la prison. Donc, on nous dit que là, à 9h15, hein, ils arrivent, la famille arrive, donc ça n'a pas encore commencé. Hein, c'est au 3e étage, donc on monte les escaliers, 9h15. À 9h25, son avocat, il est déjà en train de s'exprimer dans la presse. C'est quand même juste énorme. Alors, que Jonathan Daval, alors avant la confrontation, hein, où là elle est en train de commencer, il n'est pas avec son client, hein, il est en train de parler dans la presse pour dire que Jonathan Daval maintient ou change sa version, ça ne nous inquiète pas. L'instruction cherche à trouver la vérité, confie-t-il. Bon. Ça fait quand même 6 mois hein, qu'il a quand même mis en cause sa belle famille. Alors l'instruction cherche à la vérité, peut-être, mais cette confrontation 6 mois après, c'est quand même très très long. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois? Est-ce qu'on a enquêté sur la famille? Visiblement, non. Ils n'ont pas enquêté sur la famille pendant ces 6 mois. Moi, faut savoir que ce que vous savez pas encore sur la famille, je l'ai découvert avant même que Jonathan fasse ses premiers aveux, en janvier. J'avais déjà commencé, parce que j'ai trouvé ça pas normal qu'on n'ait pas exploité cet élément du jogging. Voilà. Donc j'avais commencé... Non mais c'est vrai, hein, c'est juste incroyable comme on voit que cette enquête à décharge n'a jamais été faite. Hein. Alors, on apprend à 10h45, donc à 11h presque. Hein, on comprend que ça a commencé vers 9h30. La première confrontation est terminée entre le beau-frère et Jonathan. Hein, donc 9h30, 11h, il y a déjà eu 1h30. Donc le beau-frère de Jonathan, alors ce qui est marrant, on nous fait un petit clin d'œil, ça je trouve ça particulièrement... Un petit clin d'œil un peu pervers, hein, on va le dire. À 11h40, le beau-frère de Jonathan, concerné par toute la première confrontation du jour, est apparu quelques instants dans la salle d'accueil du palais de justice, au rez-de-chaussée, pour échanger en aparté avec son père venu le soutenir. Grégory Guess est ensuite engouffré dans l'ascenseur sans dire un mot, en compagnie de Maître Bischoff, l'un des avocats de Jonathan Daval, qui lui aussi remontait dans les locaux de l'instruction. Ils n'ont pas partagé un petit moment ensemble.
l'avocat de Jonathan Daval. Ça, c'est vraiment incroyable. Hein. Donc, il enchaîne donc avec sa belle-sœur. Mais bon, ça a commencé à 9h. Hein. Enfin, 9h30. On voit que à 13h, donc ça se finit. C'est juste incroyable quand même. Hein. À 12h35, on est précis. Hein. Et elles reprennent à 13h. Après une brève pause. Ah bah tu m'étonnes. Donc on imagine Jonathan Daval qui avec son avocat qui est visiblement pas là pour le défendre, qui vient d'enchaîner depuis 9h30, on va dire déjà 2 confrontations tout seul, et à 12h35 ça termine, à 13h ça reprend déjà. Il a même pas le temps de souffler, d'aller peut-être aux toilettes, j'ai envie de dire, faire une petite pause, respirer et manger. Et je sais pas si c'est légal, hein, je vous le dis honnêtement. Alors, coup de chaud dans l'intimité de cabinet, il a repris, hein. Une demi-heure après. Une petite pause d'une demi-heure, hein. Petite, hein. 25 minutes. 14h05, nous dit-on, coup de chaud dans l'intimité du cabinet du juge d'instruction. Jonathan a été secoué par une photo d'Alexia apportée par la mère de la victime. Alors, ils l'ont travaillé avec une photo, visiblement, en plus. Alors, en plus, on nous le dit, hein, la stratégie des parties civiles est assumée. Faire craquer Jonathan Daval. Non mais c'est abusé. On nous le dit clairement, le but c'est qu'ils redisent que c'était lui. Après la mère de la victime, ça sera au tour du père. Donc, Jean-Pierre Fouillot. Parce que bon, alors à 13h05, on nous apprend qu'il y a un petit coup de chaud. Non, excusez-moi, à 14h05, donc déjà, ça fait déjà 1 heure que ça a repris. Parce que remarquez, ils sont d'une précision. Alors, ça a repris, coup de chaud, il monte une photo. Donc il était tout seul avec sa belle-mère. Hein. À 15h50, donc ils ont repris à 13h, 3 heures, ça n'a pas duré 1 heure, il avoue. Il est revenu sur ses premiers aveux. Donc ça a commencé à 9h30 du matin jusqu'à 16h. Et à 16h, il a avoué quand il était tout seul dans le bureau du juge, avec sa belle-mère. Dans les journalistes là, hein, qui couvrent allègrement cette affaire, il n'y en a pas un qui se pose la question à la fin de cette confrontation de se dire que de présenter une photo de la femme de quelqu'un qui est morte, que ça n'a rien à voir avec des éléments du dossier. On parle de quelqu'un qui est revenu sur ses aveux, qui a évolué dans ce récit en juin, pour dire en fait c'est donc ma belle famille qui est au courant, et c'est mon beau-frère qui a tué ma femme. Et là, pendant la confrontation, la belle-mère lui montre une photo de sa femme. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport avec le dossier et des éléments? En fait, on voit que là, ils ont juste travaillé. Excusez-moi, visiblement, mais juste travailler psychologiquement Jonathan. Hein, on nous a précisé juste avant qu'il était affaibli, amaigri, déjà depuis 1 semaine. Pourquoi, en fait, finalement, on va voir quelqu'un en lui disant « Regarde, Alexia, regarde le chat Happy. » Hein? Mais quel est le rapport avec des éléments du dossier? Et quand il se jette à ses pieds pour s'excuser, parce que vous savez ce que je comprends aujourd'hui, hein, je vais le dire peut-être là maintenant, hein, c'est que j'ai compris exactement pourquoi, à la possibilité, que là, en fait, on les travaillait avec le chat. Voilà, je le dis et vous comprendrez plus tard. Donc personne, mis à part ça, dans tous ces journalistes, hein, se demande en fait pourquoi, lors d'une confrontation, on ne se base pas sur des éléments et des faits, mais on montre la photo d'une personne décédée, hein, à quelqu'un qui finalement est peut-être innocent et qu'on est en train d'accuser. Et on lui montre une photo pour le travailler et qu'il avoue, hein, c'est clairement annoncé, qu'il revienne sur ses premiers aveux pour qu'il craque. C'est juste incroyable, hein, parce que je fais une parenthèse aussi, sur le moment... Je parle, il y a 1 an, je me disais que vous n'étiez pas du tout là pour enquêter, que vous étiez là pour faire du sensationnel, on va dire, entre guillemets. Mais après 1 an, j'ai compris que
Ça allait quand même encore plus loin, hein. Bon. Et alors on nous dit, il revient sur ses aveux. Compte tenu de son état psychologique, le juge d'instruction a mis fin à l'épisode des confrontations. Il le réentendra dans les semaines à venir avant de changer d'affectation. On comprend que Jonathan, il a commencé donc à 9h30 ses confrontations. Il a eu une petite pause de 25 minutes, ça a repris à 13h et à 16h, il craque face à sa belle-mère. Et en plus, ils ont le culot de nous dire que juste après que le juge d'instruction réentendra donc Jonathan dans les semaines à venir, nous dit-on, il sera affecté quelque part d'autre, ce juge. Mais c'est juste incroyable. Alors la seule personne, en fait, on comprend, qui visiblement, où Jonathan s'est livré, parce qu'on peut voir aussi les choses comme ça, hein, ce juge d'instruction, quand il était tout seul avec lui, quand il n'y avait pas la belle famille, hein, qui était là, donc il va le entendre tout seul, et après il va changer d'affectation. Donc on va revenir sur quelque chose d'assez incroyable aussi, par rapport donc à cette confrontation. 10 jours avant la confrontation, il y a Grégory Gay qui affirme avoir trouvé un élément troublant dans le dossier. Il a donc épluché le dossier. Comment il peut... Alors ce qui est énorme, c'est que finalement une personne qui est accusée, elle fouille le dossier. Elle a accès au dossier. Bah oui, il est partie civile. Donc ça, même qu'à ce moment-là, qu'une fois qu'en juin, je suis désolée, mais qu'ils étaient quand même accusés, pourquoi en octobre, avant cette fameuse confrontation en visioconférence, il a accès au dossier? Il a fouillé le dossier. Alors c'est... En plus de la visioconférence, ils ont donc pu préparer cette confrontation là, du 7, là. Hein, ils avaient donc bien épluché le dossier. Hein. Ok. Donc il s'agit... Donc on nous dit, c'est quand même intéressant, qu'il y a 3 ADN qui ont été retrouvés dans le coffre du véhicule. Il y a donc à ce moment-là, sa belle famille, qui nous apprend... En octobre, non mais ça devient drôle à la fin, mais c'est vraiment incroyable quoi. Qui nous apprend donc en novembre 2018, hein, en novembre 2018, il n'y a pas longtemps, hein, il y a 2 mois, qu'il y a 3 ADN, comme ça, retrouvés dans le coffre de la voiture. 3 ADN. Mais c'est absolument énorme. Le propre avocat de Jonathan Daval, ça fait donc depuis janvier, donc ça fait donc 11 mois, lui qui dit qu'il n'y a pas de complice. Alors il y a plusieurs ADN d'un coup, et c'est Grégory Gay, une fois qu'il a été accusé, qui trouve l'ADN. Et avant même, alors ce qui est énorme, hein, regardez bien ce qui est marqué, donc les ADN sont de Jonathan Daval, normal quand même, c'est sa voiture, hein, d'Alexia, et un autre non identifié. On lit bien, hein, un autre non identifié, hein, qui pourrait être celui de la mère du suspect. Ah, mais elle est énorme la phrase quand même, hein. S'il est non identifié, comment tu peux dire que c'est celui de la mère du suspect? Et c'est Grégory Gay qui nous dit ça. C'est énorme. Non mais c'est fou, hein. Et Grégory Gay qui a été accusé depuis donc juin dans ce dossier, hein, a constitué... Non mais regardez, hein, c'est alors lancé dans une lecture acharnée de 5000 pages du dossier d'enquête. Une lecture qui a fait émerger une découverte intrigante ce week-end, nécessitant selon lui de nouvelles investigations. Mais c'est lui qui dirige l'enquête, Grégory Gay. Son avocat a adressé un courrier en ce sens au magistrat instructeur de Besançon lundi. Donc il y a un 3e ADN d'inconnu, hein, et ça pourrait être celui de la mère du suspect. C'est énorme. C'est énorme. Alors, le propre mis en cause, hein, c'est lui qui a cherché dans le dossier, qui a accès au dossier d'enquête, il a lu les 5000 pages, une lecture acharnée, nous dit-on. C'est assez incroyable quand même. Hein. Et c'est lui qui découvre qu'il y a un 3e ADN. Ah mais c'est énorme, hein. On est en novembre 2018, hein, qui n'est pas identifié, et lui il pense que c'est celui de la mère. Alors c'est énorme, parce que quand même, hein, les policiers à ce moment-là, ils ont l'information de Cédric Daval, hein, donc depuis presque 1 an. Donc ils savent qu'il y a 3 ADN, les policiers, hein, donc un non identifié, puis ils n'ont pas cherché celui du frère, donc au bout d'1 an. Absolument incroyable. Donc on se rend compte à quel point c'est vraiment énorme, mais vous allez comprendre pourquoi c'est énorme, mais
Mais ce qui est grave, c'est que tout le monde laisse faire. Et ce jeune homme, Grégory Gay, faut aussi savoir que depuis le 2 février, je leur ai donné l'information de Cédric Daval. Hein? C'est vraiment énorme. Alors, ce qui est énorme, c'est que j'ai vraiment, vraiment bien fait d'attendre avant de tout publier. Parce que aujourd'hui, moi, je vois à quel point c'est vraiment bidonné de A à Z. Hein. Grégory Gay, mais c'est pour ça que j'accepte d'être témoin à la barre et que je pense que ce pauvre Jonathan Daval, il faut vraiment le sortir de là et que je vais essayer de l'aider. Mais quand je vois le pouvoir, parce que derrière j'ai compris pourquoi ça avait autant de pouvoir. Mais vous le verrez à la fin de cette enquête, si vous regardez tout jusqu'au bout. Alors, il sait que depuis le 2 février, je lui ai donné l'information, il était là ce jour-là, quand j'ai donné l'information à sa femme que c'était Cédric Daval qui était là ce jour-là, qui a fait un footing. Et là, alors lui, il a épluché depuis le dossier, nous dit-on, de manière acharnée, pendant donc 10 mois, et il découvre qu'il y a un ADN qui a un lien, je cite, de parenté avec Jonathan Daval. Non mais c'est vraiment énorme. Donc dans le cadre des investigations sur la mort de la joggeuse, d'autres prélèvements avaient été réalisés sur l'entourage. Parmi eux, celui de la mère de Jonathan Daval, Martine Henry. Le premier but de ces analyses pour les gendarmes était de comparer ces ADN à des traces retrouvées sur le drap qui recouvrait le corps d'Alexia Daval. Aucun rapprochement n'avait pu être effectué. Ah, mais c'est énorme quand même. En fait, ils ont comparé... Alors, il faudra qu'ils nous expliquent, les gendarmes, pourquoi, en fait, la mère de Jonathan Daval, c'est son ADN à elle qui a été comparé sur les draps. On l'apprend ici. Voilà. C'est énorme. Non mais c'est vraiment relativement énorme. Donc les gendarmes, ils ont prélevé, mais c'est juste incroyable, des prélèvements de Jonathan Daval et puis celui de sa mère. Et ils les ont comparés, celui de Martine Henry sur celui des draps. Et donc celui de Jonathan aussi, qu'on n'a pas trouvé non plus. Alors, c'est énorme. C'est Grégory Gay qui a donc décidé de pousser les investigations et assure désormais que l'ADN non identifié, extrait à partir d'un élément pileux retrouvé dans le coffre, correspond à celui de la mère de Jonathan Daval. Alors, lui, il a vu qu'il y avait donc un ADN non identifié extrait d'un élément pileux retrouvé dans le coffre. Il s'agit d'un cheveu bicolore de 8 cm retrouvé par les gendarmes sur une portion de planche de bois située sous des cartons sur le plancher du coffre du véhicule dans lequel a été transporté le corps d'Alexia Daval. C'est extrêmement précis quand même là. Alors moi ce qui est énorme, c'est que je voudrais savoir en fait, qu'est-ce qui nous prouve qu'en fait même c'est bien cette voiture-là qui a transporté le corps d'Alexia. Il est quand même particulièrement catégorique ce Grégory Gay. Alors le fait que les ADN de Jonathan, Martine et Alexia soit retrouvés au même endroit sur cette plaque de bois nous pose bien évidemment question. Alors c'est énorme, en plus c'est même pas directement dans le véhicule, si je comprends bien, c'est sur une plaque de bois qu'on a trouvé dans le véhicule. C'est énorme. C'est clair que maintenant je comprends vraiment que cette info du jogging de Cédric Daval, ils sont donc clairement servis pour mettre en pression son frère, vu comment là on met en pression finalement directement Jonathan à travers sa mère. Mais pourquoi finalement ils n'ont jamais exploité cet élément, eux aussi. Et que là il nous fait croire que l'ADN, non mais c'est énorme quand même, qu'il y a donc un lien de parenté avec la famille Daval, ça doit être celui de sa mère. Alors qu'il sait depuis plus de 10 mois que c'était le frère qui était sur les lieux. Mais c'est absolument énorme. Grégory Gay sort du cadre d'une partie civile et se transforme en enquêteur et quasiment en juge d'instruction. Ce n'est pas son rôle, je ne sais pas à quel jeu joue Grégory, conclut alors l'avocat.